Bonjour, bienvenue dans les podcasts du Centre d'action laïque de la province de Liège qui donne la parole à des citoyens qui veulent défendre la solidarité ou la font vivre au quotidien. Dans la série « Petite histoire de grande valeur », nous donnons la parole à des personnes qui expérimentent la solidarité dans leur vie de tous les jours. Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, nous rencontrons Salvatore et son épouse Marie-Gabrielle. Ensemble, ils ont mis en place une aide alimentaire pour les étudiants au début de la pandémie de Covid-19. Plus de 100 000 colis ont été distribués dans une dizaine d'écoles, mais aussi dans des abris de jour et des maisons de l'enfance. Je suis Salvatore Maniscalco, j'ai grandi à Liège. Nous sommes, mon épouse et moi, des enfants d'immigrés italiens. J'ai fait des études en comptabilité, j'ai une carrière de responsable commercial. C'est peut-être ce qui a permis cette aisance dans le fait d'aller démarcher des donateurs potentiels. J'ai fait des études d'aspirante nursing puéricultrice, donc j'ai toujours travaillé dans le social, dans des crèches, des écoles. Et puis les 5 dernières années, j'ai travaillé en maison de repos. Et puis je me suis occupée de personnes handicapées, donc je suis toujours dans le don de soi. Puis alors, nous avons adopté 2 enfants et à ce moment-là, j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de mes enfants. Et j'ai continué aussi le don de soi via les écoles, en étant maman, bibliothécaire, en faisant les marchés de Noël pour les enfants. On a toujours donné à l'autre. Salvatore et Marie-Gabrielle ont connu des difficultés financières dans leur vie. À ce moment-là, ils n'ont pas sollicité l'aide de leur entourage. En préparant les colis et les repas pour les étudiants durant la pandémie, ils se souviennent à quel point il peut être difficile de demander de l'aide lorsqu'on est dans le besoin. Nous avons eu des périodes extrêmement compliquées et on ne s'en est jamais plaint. Jamais personne ne l'a su. Tout le monde était convaincu qu'on vivait très bien, qu'il n'y avait pas de problème. C'était faux. On n'a pas voulu se plaindre et donc on ne disait rien et on mordait sur notre chic et on continuait. Et si nous avons vécu des années comme ça, eh bien, je ne peux pas considérer que nous soyons les seuls. D'autres doivent vivre ce genre de choses aussi, et c'est ceux-là que je voulais toucher. Et donc, le meilleur moyen pour les toucher, c'était de ne pas ficher, de ne pas stigmatiser. Certains sont venus alors qu'ils n'en avaient pas besoin, c'est tout à fait possible. J'ai la faiblesse de croire que ça reste une minorité. Je ne peux pas, moi, me contenter d'écouter ce qu'on dit à la radio, à la télévision, d'entendre des informations négatives en me disant « ben oui, c'est dommage ». Il y a une autre manière de les entendre, c'est de se dire « oui, c'est dommage, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau, pour tenter de remédier et pour améliorer un tant soit peu notre humanité ». Finalement, ce que j'ai fait, c'est juste apporter ma pierre à l'édifice. Un enfant en côte qui revient manger à la maison plus souvent que d'habitude. Une attitude qui déclenche une prise de conscience. Simplement, nous avons été sensibilisés par la détresse des étudiants. Nous avons 2 enfants et un de nos 2 enfants vit à Liège, est toujours étudiant, et cet enfant qui venait manger une fois tous les 15 jours demandait à venir manger de plus en plus souvent. Et quand il repartait, il demandait à repartir avec des restes de repas. Et donc je me suis dit, s'il demandait des restes de repas, c'est qu'il y avait clairement un problème. J'en ai déduit qu'avec la pandémie, les cafés et les restaurants avaient fermé. Bon nombre d'étudiants devaient éprouver ce type de difficultés. Et donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. J'ai simplement été guidé par la force de l'évidence. Donc je ne pouvais pas, moi, tranquillement me mettre dans mon fauteuil et regarder un film en me disant que à quelques kilomètres, il y avait des étudiants qui étaient là, qui crevaient de faim. En d'autres mots, ces étudiants ont été confrontés à un problème très simple, c'est qu'ils n'avaient plus de rentrée financière de par les jobs étudiants, leur permettant de pouvoir payer leur cote et se nourrir. Donc c'était l'un ou l'autre. Puis finalement, mon enfant a fini par m'expliquer que les restes qu'il reprenait n'étaient pas pour lui. Il reprenait les restes pour aider des copains qui, eux, effectivement, étaient dans ce cas de figure-là.
Cette démarche altruiste, elle est dans l'héritage de mes enfants, quoi. Donc c'est tant mieux parce que ça veut dire que la solidarité ne peut pas s'arrêter. Commence alors une action de solidarité dont Salvatore et Marie-Gabrielle sont loin de mesurer la future envergure. J'ai reçu la demande d'une première école. On a aidé cette première école, puis une seconde, une troisième est arrivée, et ainsi de suite. Et chaque fois que je recevais un coup de téléphone me demandant de l'aide, je disais oui, je vais vous aider. À un point tel qu'il m'arrivait le matin de recevoir un coup de téléphone d'une école me disant écoutez, on n'a rien, on ne reçoit rien, est-ce que vous savez nous aider, est-ce que vous savez nous apporter quelque chose aujourd'hui? Je disais oui, alors que je n'avais rien. Et donc je me disais, bon voilà, il faut que je bouge, il faut que je les aide, il faut que je fasse quelque chose. Et alors je démarchais les grandes surfaces en disant, écoutez, voilà, j'ai une nouvelle école, voilà le nombre d'étudiants précarisés, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc j'allais dans les magasins, j'allais chercher, et on a démarré ainsi. Puis notre meilleur ami est venu nous rejoindre, et donc on a continué à 3. Donc moi je m'occupais des denrées non périssables, mon épouse et ma meilleure amie s'occupaient des denrées périssables. L'action a pris tellement d'ampleur que le journal La Meuse a eu vent de l'action, et donc ils m'ont appelé, et un reportage a été diffusé dans le journal. Et puis après ça, c'est RTC qui m'a appelé. Finalement, ce que j'ai fait pour pouvoir permettre à cette action de se poursuivre dans le temps, parce que aller chercher une fois, c'est une chose, mais tenir des mois, c'est tout de suite plus compliqué. Et donc, je remerciais les donateurs, en citant les donateurs. Ce que j'en ai tiré, c'est une satisfaction personnelle, c'est même une meilleure assurance de moi. C'est le bonheur de se rendre compte que, quel que soit le niveau, on peut faire des choses, on peut faire bouger les choses. Face à l'afflux d'étudiants, Salvatore et Marie-Gabrielle installent leur point de distribution dans une salle de spectacle bien connue, le Trocadéro. Ce lieu stratégique au centre de la ville de Liège leur permet de fournir de l'aide alimentaire à des étudiants dans le besoin, mais gênés de leur situation. Avant le Troquin, j'allais dans les écoles, j'allais remplir les endroits qu'on me donnait, j'allais les remplir de nourriture. Avec le Troquin, ça a été beaucoup plus facile parce que pas mal d'étudiants cotent à Liège, et donc c'était plus simple qu'ils viennent eux chercher. Alors c'est le monde qui marche sur la tête, évidemment. Parce que voilà une victime de la pandémie qui est le Trocadéro, donc qui est la culture, qui vient en aide à des centaines, des milliers même d'autres victimes de la pandémie. Donc c'est un truc de fou, quoi. Au début, je disais, j'ai plein des caisses de légumes, donc on passait notre temps à tout trier. Puis le jeudi, on allait distribuer au Trocadéro. Alors là, on a vécu aussi de belles histoires, des histoires émouvantes. Mais alors après, les jeunes ne connaissaient pas nécessairement tous les légumes. Donc on a commencé à leur donner des recettes, à expliquer. Parce qu'on avait toutes les nationalités finalement. Les jeunes étaient quand même fort réservés. Ils ne venaient jamais seuls, ils venaient toujours en groupe. Alors, ils leur faisaient porter des caisses, comme ça, ils descendaient et ils pouvaient finir. Parce que, ouais. Il fallait parfois ruser, quoi. Mais oui, parce que certains n'osaient pas être tournés, mais on sentait bien que c'était pour ça qu'ils étaient là, ils n'osaient pas descendre. Et je leur disais, c'est pour toi que je le fais. Ne me fais pas travailler pour rien. Et d'ailleurs, puisque tu es là, regarde les caisses comme elles sont pleines, tu as vu mon âge, aide-moi à en descendre. Et donc, il m'aidait à descendre des caisses, et une fois qu'il était en bas, c'était beaucoup plus facile, évidemment. Mais ce qu'il y a aussi, moi, ce qui m'avait fort frappé chez les jeunes, c'est qu'on avait des caisses de pommes, parfois on avait des bananes, ne plus en finir, mais parfois on avait peut-être que 50 pommes, quoi, ça dépend. Mais alors, il y avait des jeunes qui ne prenaient qu'une pomme, une banane, mais je dis, vous pouvez en prendre plus, ah non, il y a les autres. Notre rébellion à nous, finalement, elle se concrétise par des actions. Puis aussi, on a donné d'autres adresses, même quand on arrêtait, quoi, où on savait qu'on distribuait des colis, etc. Enfin, j'avais fait des recherches sur Internet pour leur donner. C'est pas nous qui allions vers eux pour poser des questions, c'était vraiment eux qui venaient nous parler, les jeunes. Il y a un lien qui se crée finalement. D'ailleurs, ça faisait partie de nos conditions. Ne pas avoir les identités, il fallait que ces gens puissent venir d'une manière anonyme sans avoir la sensation d'être stigmatisés.
Parce que ça, voilà, c'est pas simple. Ce que nous avons découvert aussi, c'est que certains de ces étudiants ont vécu des choses très compliquées. Mon intention, c'était de faire 300 à 400 colis sur toute l'action. Quand on est arrivé le 24 juin, lors de la dernière distribution officielle, on s'est rendu compte que les 300 à 400 colis étaient largement dépassés, puisqu'on a conclu avec à peu près entre 105 et 110 000 repas. De plus en plus de personnes se proposent pour aider les étudiants. Des bénévoles qui aident à distribuer les repas et des professionnels qui aident à la préparation. La distribution de denrées et la distribution de repas sont soumises à des législations différentes. Salvatore et Marie-Gabrielle sont conscients qu'ils n'appliquent pas les mesures propres à l'Horeca. Ils se retrouvent donc dans l'obligation de refuser plusieurs dons de produits frais ou de produits préparés. Toute une série d'amis communs ont aussi entendu les informations et nous ont appelés en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Et là où on s'est retrouvé à 2 au début et à 3 directement après, on s'est retrouvé à une bonne dizaine, une bonne quinzaine d'individus, certains venant avec leur voiture, leur camionnette. On appelle un copain qui lui a une camionnette qui peut venir. On appelle un autre copain qui a un dépôt qui peut stocker la marchandise, et ainsi de suite. J'ai même reçu des coups de téléphone de commerciaux que je ne connaissais absolument pas. J'ai eu un contact avec un restaurateur liégeois, alors que les restaurants étaient fermés. Et le restaurateur m'a appelé pour me dire, écoutez, comment est-ce qu'on peut vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je fais partie d'un groupe de 7 restaurateurs. Est-ce qu'on peut transformer les produits, faire de la soupe? On l'a fait. Et j'ai essayé d'être le plus cohérent possible. Quelquefois, j'ai bien conscience que je faisais plus office de contrebandier que de personnes marchant dans les clous. Il faut effectivement, par moment, être un peu un contrebandier pour pouvoir faire avancer les choses. Mais à tout moment, ma priorité a été de nourrir ces étudiants, de permettre à ces étudiants de ne pas sombrer, parce que parmi ces étudiants, certains avaient manifesté les signes potentiels de suicide. Et parce que pour des parents tels que nous, c'est juste intolérable. Donc voilà, c'est de notre avenir dont il s'agit. L'avenir, ce n'est plus nous, c'est eux. Donc à un moment, il est important qu'ils se rendent compte que les aînés sont aussi là pour les aider. Il faut qu'il y ait une solidarité intergénérationnelle. L'action de Salvatore et Marie-Gabrielle est soutenue par les autorités de Seraing, mais ne trouve pas d'écho auprès d'autres villes. Cela ne les empêche pas de continuer. Le modèle capitaliste, tel que nous le connaissons, a montré ses limites. Et je pense qu'on va vers autre chose. C'est pour ça que pas mal d'économistes parlent de la fin d'un cycle. Une autre économie est possible. Une économie solidaire, une économie plus humaine. Je pense qu'elle est tout à fait possible et qu'elle est tout à fait réalisable. Il faut juste un peu d'audace politique. Il ne faut pas grand-chose, juste un peu de courage. Plus de solidarité, plus d'entraide, plus d'aide intergénérationnelle, c'est important. Nous ne sommes pas seuls. Alors pourquoi devons-nous évoluer comme si nous étions seuls au monde? Il y a une jeune fille, lors de la crue de juillet, la crue est arrivée pendant notre semaine de congé. Et j'ai envoyé de France un message à cette jeune fille, je savais qu'elle habitait Tilf, et je lui ai demandé si elle était sinistrée, si elle avait besoin de quoi que ce soit. Et elle m'a répondu non, je suis rentré chez mes parents en France, mais par contre j'ai beaucoup pensé à vous. Mon cote est au premier étage, et j'ai donc confié mon cote à des personnes sinistrées. Et là, je me suis dit, tiens, les petites graines que nous avons semées commencent déjà à pousser. C'est merveilleux. Et j'ai reçu un message à un moment, une jeune fille, une Française, qui me dit merci pour tout ce que vous avez fait. Grâce à vous, j'ai pu étudier sans me soucier de savoir comment j'allais manger ou si j'allais pouvoir manger. Et grâce à ça, j'ai pu accéder à la dernière année. Fin d'année, mon rêve sera atteint et je serai vétérinaire. Aucun salaire n'aurait pu me combler comme ce message. On a ce besoin de savoir aussi pourquoi on est là. Salvatore et Marie-Gabrielle nous ont raconté leur action envers les étudiants. Grâce à leur récit, nous nous questionnons. Comment aider ceux qui en ont besoin
a osé demander de la solidarité. Merci d'avoir écouté cette petite histoire de grande valeur. Retrouvez-nous bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à découvrir notre deuxième série de podcasts En lutte pour entendre des personnes qui luttent contre des oppressions. Vous pourrez retrouver l'ensemble des podcasts du Centre d'action laïque de la province de Liège sur nos différents réseaux, notre page Facebook, le flux RSS pour votre appli préférée de podcast, Spotify, YouTube et bien sûr, le site internet de notre association www.caliège.be.